Bonjour, bienvenue à cet nouvel épisode de Brûlure et Renaissance, le podcast qui inspire. Et aujourd'hui, je reçois Dr Antoine Lemoine, qui a fait le déplacement de Montréal à Québec. Je vous en remercie beaucoup. Merci. Et merci de vous joindre à cette nouvelle aventure. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Dr Antoine Lemoine. Je vous rencontre à Montréal. Je pense que c'était au Forum des jeunes leaders africains, il y a 2 mois. Puis dernièrement, via un colloque de jeunes encore. Et je vous vois prendre la parole sur le podium. Et là, vous prenez un discours qui m'a accrochée. Mais avant, j'aimerais que ceux qui nous suivent puissent connaître d'intro qui est Dr Antoine Lemoine. Dr Antoine Lemoine, papa d'un petit garçon de 4 ans et demi. Je mets à mon intelligence, mes capacités au service de mon cœur. Au service de votre cœur. C'est-à-dire que pour moi, la chose la plus importante, on est des humains, puis il faut quelque part trouver, s'aligner finalement avec ce qui nous tient à cœur. Et ça, j'ai jamais pu me l'enlever. Je suis étiqueté comme ça, tatoué. Tatoué comme ça. Mais c'est bien. Quand vous dites aligné, est-ce que c'est quelque chose, cet alignement, c'est depuis votre jeunesse ou ça vous a rattrapé au cours, on va dire, de la vie, que ça soit professionnel ou social? Je pense que l'alignement, il est venu au fur et à mesure. Je suis une minorité audible. Je suis d'origine française. Ma mère était kabyle. Kabyle, c'est-à-dire elle vient d'Algérie? Ok, donc vous êtes d'origine algérienne. Et français. Et canadienne. Bon, canadien d'adoption. D'adoption, d'accord. Mais j'y tiens énormément à aux côtés de ma maman parce que, enfant, j'ai senti que j'avais des valeurs qui étaient différentes. D'accord. La place de la mère est très forte dans la culture. La maman est comme presque sacrée. Oui. Elle est sacrée. Dans certaines cultures, elle est sacrée. Et cette différence-là, je pense qu'à l'adolescence, les autres jeunes pouvaient l'apercevoir parce que c'est à l'adolescence aussi qu'on essaye de créer des liens avec les gens qui nous ressemblent. Et moi, je me retrouvais souvent comme isolé, ostracisé. D'accord. Je crois que cette première souffrance, je me rappelle avoir déjà demandé à maman, écoute, j'aurais aimé être comme tout le monde. Comme tout le monde? Je me sentais déjà différent. À quel âge précisément, Dr Lemoine? Je pense que... Quand vous dites adolescence, oui, 15, 16, 17? Non, beaucoup plus jeune. Beaucoup plus jeune, entre 10 ans et 16 ans. Et 16 ans. Est-ce qu'à cette époque-là, est-ce que vous êtes né en France, c'est ça? Vous êtes né en France? Oui. OK. Donc, c'est maman qui quitte l'Algérie, qui arrive en France. Après la guerre d'Algérie, oui. D'accord. Donc, elle se marie avec papa, puis vous arrivez. Et quand vous dites que vous vous sentiez différent, est-ce que c'est dans le cadre scolaire ou dans le cadre, on va dire, social? Parce que moi, j'ai vécu 17 ans en France, donc je saisis parfaitement ce que vous essayez de soulever. Mais si vous pouvez revenir un peu sur cette période-là, de l'enfance, on va dire, jusqu'à la fin de l'adolescence. Le parcours scolaire. Parcours scolaire a toujours été comme compliqué. J'étais un étudiant, une des anecdotes que j'aime bien raconter, un jour, ma mère se fait convoquer par une institutrice parce qu'en CE1, elle estimait que je devais redoubler ma classe. D'accord. L'étude au début ne m'intéressait pas. Et je me souviens, c'est maman qui m'a expliqué,
elle me dit, voilà, ton institutrice me pose la question, qu'est-ce que j'allais pouvoir faire? En classe de 4e primaire. En classe, non, j'étais en C. Oui, C1, c'est 4e, on va dire c'est 4e c'est ça. année primaire. Mhm. Et à ce moment-là, ma mère lui dit, écoutez, j'aimerais que mon fils soit bon, même si c'est un bon paysan, je serai heureuse. Oh. Et après, moi, j'ai tellement eu peur finalement de redoubler que je suis devenu un bon élève. Mais ça ne m'a jamais sorti de la tête que la chose la plus importante, c'est d'aimer ce qu'on voulait faire. Et, déjà jeune à cet âge. Ouais, déjà jeune à cet âge. J'adorais les maths et j'étais curieux de tout. Et j'ai compris finalement que, presque j'ai envie de dire maintenant, il y a quelques années, pourquoi c'était compliqué pour moi. On en reviendra peut-être un peu plus tard. D'accord, plus tard, ok. Donc là, vous faites vos études, on va dire, élémentaires, peut-être, non? Oui, études élémentaires. Et puis un peu le collège en France? Le collège en France a été compliqué. C'est là où finalement, je suis fils unique, je vivais finalement dans un monde d'adultes. Oui. Beaucoup d'exigences. Beaucoup d'exigences, puis encore une fois par rapport peu d'amis en classe. Et de mon côté, je vivais aussi des situations difficiles avec mon père qui était violent avec ma mère. Oh là là. Oh. Donc, je me sentais finalement tiraillé, j'avais pas de refuge. Et le choix de venir au Canada est venu que on avait une opportunité. Mon père avait fait les papiers pour venir ici au Canada dans les années 1996-97. Et vous aviez quel âge à ce temps-là? J'avais 15-16 ans. 15-16 ans, ok. Et donc en milieu d'adolescence. Au milieu de l'adolescence. Vous arrivez au Canada? J'arrive au Canada parce que l'année, finalement la première année de cégep était compliquée pour moi. Et à ce moment-là, j'ai eu une révélation, c'est que un jour, un étudiant me frappe à la pomme d'Adam. Et j'ai pas répondu. Et là, je me suis dit, franchement, est-ce que tu vas t'attendre qu'on te tue avant de répondre? Et l'étudiant en question, j'avais extrêmement peur finalement de la violence, parce que je la vivais et je la voyais, donc je pouvais... Donc vous connaissiez déjà ce que c'était Je connaissais, mais la violence pour moi était comme tellement... blessant que je n'allais pas dans ce registre-là. Donc, c'était une force en soi dans la mesure où plus on était comme violent vis-à-vis de moi, plus finalement les études étaient pour moi une façon pour pouvoir comme vouloir m'en sortir. D'accord. Donc c'était ma leitmotiv. Oui, ok. Ma revanche était d'exceller après dans les études. D'exceller dans les études. Parfait. Et à 17 ans, on allait perdre la RP, la résidence permanente au Canada. D'accord, à l'époque. Hein. Et vous étiez dans quelle ville? Moi, j'étais à Clermont-Ferrand quand j'étais en France. Oui, mais quand vous êtes arrivé à Montréal. À Montréal, même pas à Montréal, j'étais à Saint-Jérôme. Ah, et Saint-Jérôme, mon père, finalement, avait pris une location là-bas. Mais bon, le choix, il n'avait pas choisi de venir au Canada. En réalité, c'est moi qui me suis dit, écoute, regarde, j'ai cette opportunité. Et à 17 ans, j'ai dit à mes parents, je pars tout seul, je pars au Canada. Et là, ma mère est restée en France. Mon père m'a accompagné. Puis, j'ai eu un appartement tout seul à Montréal. Et ma fin de cégep a été très compliquée. Parce que, pour la première fois, j'avais des amis. Pour la première fois, je ne devais pas avoir un masque et une hargne en moi pour pouvoir comme prouver que je pouvais comme faire des choses, que j'étais comme... Vous pouviez exceller ou pas. Ouais. Et donc, après 3 mois, arrivé à Montréal en 99, donc septembre, octobre, novembre, j'ai dit à maman, écoute, viens au Canada,
parce que je crois que je vais planter mon bac. Je faisais tellement la fête. Ah oui? Finalement, vous étiez tellement bien intégré au Canada que ça risquait un peu pour les études. Ça a risqué. J'ai continué dans le système français jusqu'à mon bac, l'équivalent de la fin. Ah d'accord, en école française. En école française. Okay. Et ce qui était intéressant, c'est les amis que j'ai eus à l'époque sont encore mes meilleurs amis d'aujourd'hui. On a gardé des liens. Ça. On était une petite classe de 20 et dans cette classe, les gens finalement, on avait peut-être 17 nationalités différentes et on est resté toujours très très proches avec le temps. Ok. Et c'est là où je me suis senti, c'est le Québec, le Canada, c'est vraiment bien, cool. C'est cool. Vraiment cool. Ça, je pense que, sans vous couper la parole, je pense que c'est l'intégration. Parce que là, si on regarde de manière analogique, vous êtes né en France, mais vous ne vous sentiez pas, on va dire, entier. Les mots, Camus disait, j'adore cette réflexion, Albert Camus, les mots sont des pistolets chargés. Et quand j'étais enfant, le mot qui me faisait le plus mal, on me donnait une différence, par exemple, on m'appelait par mon nom, alors que tout le monde s'appelait par son prénom. Ou alors, le moine tu pues. Ah oui, ça c'est... Et vous savez, j'ai vécu une forme de racisme de par ma mère qui, lorsqu'elle était arrivée en France, dans des petits villages là où on était, j'ai déjà entendu que c'était la bougnoule qui mangeait le pain du français. Et quelque part, ça, c'est aussi ça qui... C'est resté. C'est resté. C'est resté. Je comprends. Et je pense que arriver ici avec d'autres immigrés, ça remet les compteurs à zéro. Oui, c'est beaucoup plus cosmopolite. Donc, du coup, vous étiez étranger là où vous étiez né. Et vous arrivez dans un pays étranger qui vous adopte et vous vous sentiez, on va dire, un peu plus à l'aise. Avec d'autres étrangers. Avec d'autres étrangers comme vous. Finalement, là, on a vécu un peu dans le sens inverse, on va dire. Ce que je comprends parfaitement. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du parcours universitaire, les études. Aujourd'hui, vous êtes docteur, il me semble, en chirurgie dentaire. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours? Comment j'en suis arrivé? Oui. Alors, au départ, j'ai été comme... Je suis très curieux. Donc, le génie, l'ingénierie était pour moi comme une source de créativité. Donc, j'ai fait de Polytechnique ici à Montréal. Et j'ai adoré mes études. C'était super cool. Vous avez été brillant, de bonnes notes? Non. Non, franchement, j'aurais pu mieux faire. Mais pendant mes études, j'ai cofondé Ingénieurs sans frontières Canada. Pendant les études? Oui, pendant mes études. Universitaires? Et donc, toute la partie francophone, on a créé cette ONG. Et on est parti d'un petit groupe de copains et on est monté jusqu'à 25 000 membres. Wow. En l'espace de 3 ans. C'était fulgurant. Et ce qui était intéressant, c'est là où j'ai commencé à avoir cette affinité pour l'humanitaire, cette affinité finalement pour le développement durable. Et donc c'est pour ça que j'ai adoré ce que j'ai fait parce que j'étais touche à tout. Et vous n'étiez plus cloîtré dans le monde de l'ingénierie en fait. Là, Oui, l'ingénierie était pour moi une possibilité finalement d'exprimer mes talents, mais le monde s'ouvrait à moi. Et quelque part, c'était génial. J'ai fait aussi d'autres missions à l'international grâce à l'université. Puis c'était très intéressant. C'est à cette époque aussi où je suis devenu comme entrepreneur. J'avais fait de l'immobilier. D'accord, vous avez touché. J'ai eu la chance à l'époque, l'intérêt de Montréal, c'était que c'était abordable. Et finalement, il me fallait un logement avec ma mère et elle avait ses économies, peut-être 20 000
euros, ce qui faisait 30 000 $. Oui, à peu près. Et ça m'a permis finalement d'investir pour loger chez moi. Puis ça me permettait d'être un bas duplex abordable. Et c'est comme ça que finalement, j'ai aimé le côté entrepreneur. Le goût entrepreneurial. Ouais. Donc, d'où notre link, parce qu'on se connaît grâce à un réseau d'entrepreneurs. Et je vous vois, comme je disais, prendre la parole. Vous avez tenu un speech, moi, qui m'a accroché. Et c'est là que j'ai découvert, oui, on parlait de l'IA, mais de tout ce qui est télémédecine, on va dire, sans frontières, donc ce côté humain. Et je ne sais pas comment vous vous définiriez, mais j'ai vu en vous un humaniste socialiste. Un peu socialiste. Un peu non, un humaniste beaucoup. Oui. Très, très libéral. Libéral dans le sens où j'insiste à ce que les gens puissent finalement trouver les moyens d'être autonomes par eux-mêmes pour ne pas dépendre. La dépendance, pour moi, est quelque chose de presque dangereux. Oui. Donc, de les aider pour que je puisse, avec des outils que je suis capable de développer, de comprendre, les aider à pouvoir être eux-mêmes autonomes. Donc, que ça soit dans la médecine ou que ça soit avec des jeunes en les accompagnant pour pouvoir utiliser correctement l'intelligence artificielle. Et être quelque part des artisans du numérique. Les artisans du numérique. Et les entrepreneurs médicaux du numérique. Donc, on visualise un panier. Il y a la compétence ingénieriale, il y a le côté ONG humanitaire, et puis là, vraiment de l'ingénierie avec l'IA. Vous en faites quelque chose aujourd'hui. Oui, j'en fais quelque chose, mais j'aimerais terminer un truc. Allez-y. Tu sais quoi ? Quand je suis revenu, je suis reparti en France pour terminer mon cycle d'ingénieur. D'accord. À Paris, à Télécom. OK. Et parce que j'avais le goût, finalement, j'avais eu l'impression, quand j'étais jeune, de ne pas avoir eu de jeunesse. Et je recherchais, finalement, un certain... De revivre ça, de revenir en arrière. Pas revenir en arrière, mais l'insouciance. Okay. Je recherchais l'insouciance et je ne l'ai jamais obtenue. Et je suis parti en France et en France, j'ai fait aussi l'ESSEC, un MBA. Oui, école de commerce. En école de commerce et je suis parti dans les grands postes. J'ai travaillé en stratégie. Donc vous êtes resté, finalement, vous avez reséjourné en France quelques années. J'ai passé quelques années en France. OK, avant de revenir. Avant de revenir au Canada. Et je me suis aperçu que quelque part, travailler j'avais envie de dire, dans des structures où je trouvais très hypocrite, ça ne me convenait pas. J'étais désaligné. Mais finalement. Parce que j'ai réussi à me faire corrompre quand on passe en France, que j'étais l'élite de la nation, que voilà, je voilais tant, il fallait c'était pas moi. Mais la pression faisait en sorte que voilà, il faut vivre et puis maintenant que tu as fait tes études, il faut travailler. Oui, ça devient comme le salariat, comme pour tout le monde, on va dire, avant d'aller épouser ou embrasser sa passion. Ouais, incapable de rester dans les normes. Alors, quand vous dites incapable de rester dans les normes, vous êtes anarchiste ? Oui, je pense. Ouais. Vous pensez ? OK. Donc, il y a eu ce désamour avec la France. Ce désamour avec... Ou la société, de manière générale. Je pense, oui. Je pense. Un jour, j'ai reçu un appel d'une amie qui était malade et elle me fait « Écoute, Antoine, est-ce que tu veux être... Je travaillais donc au Canada pour Dessau-Soprin, donc revenir un petit peu en France. Et puis, j'étais planificateur de travaux. Et elle me dit « J'ai besoin d'un directeur général pour une entreprise sociale, une maison de retraite à Rosemont. » Et j'ai adoré. J'ai adoré. Il y avait des problèmes partout. Puis, vous aimiez apporter des solutions ? J'aimais apporter des solutions. Il y avait aussi un côté où
la maison de retraite se portait mal, il fallait redresser tout ça. Il y avait on avait 120 lits, donc il fallait prendre soin aussi des aînés qui étaient avec nous. Donc pour moi, je me sentais à l'aise et j'ai dû démissionner de mon conseil d'administration parce que à ce moment-là, ma mère a eu une tumeur au cerveau. Oh. Et la prise en charge au Canada, je l'ai trouvée catastrophique parce que pendant 2 ans, c'était la pantomime, elle avait mal. Et je me suis dit, écoute, alors, mon père était médecin en France. Ah, et papa où c'était? Oui, ils ont divorcé. Et je lui ai dit, écoute, regarde, essaye de trouver pour maman une solution. Une prise en charge, parce que la France, elle est plus, on va dire, avec le système sanitaire, c'est clair que c'est pas la même chose qu'au Canada où tout est incorporé, on va dire. Peut-être c'est ça le... C'est peut-être pas incorporé, c'est que chacun finalement voit ses limites et ne veut pas les dépasser, parce que peut-être ça pourrait avoir un impact dans leur propre vie. Donc on a été voir à un moment donné un neurologue qui me dit « Ah non, moi je m'occupe pas de ça, mais vous pouvez peut-être me conseiller qui je dois aller voir. » Me référer à quelqu'un, oui. Oh non, je sais pas. T'es médecin et tu sais pas à qui je dois parler pour pouvoir... Moi, on m'a amené, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, on m'a amené vers toi. Est-ce qu'à cette époque-là, docteur, vous étiez dans la médecine déjà? Non, c'est pas du tout. Vous étiez encore là, dans l'ingénieur? Oui, j'étais à ce moment-là directeur de la maison de retraite. OK. Donc c'était dans les années 2013-2015. Et donc, ma mère va en France, ça se passe très très bien. En 3 mois, elle est non seulement prise en charge, elle est opérée. Et là, je me dis, en plus dans des conditions super, parce qu'il me dit, mon père me dit, voilà, le père du chirurgien, c'était un neuro à Lyon, c'était mon prof à l'université, donc tu sentais que c'était la famille. Mais c'est là où j'ai compris que ça m'insupportait d'être un numéro et que pour les gens que j'aime ou moi-même, je voulais apprendre, je voulais faire médecine. Et ça a été le déclic? Ça a été le déclic. Ouais. La maladie de maman? La maladie de maman. Les complications au Canada par rapport à la prise en charge, peut-être même par rapport à la spécialité. Et là, je suppose, en tant qu'âme très humaine, c'est là où vous avez décidé de reprendre les études en médecine. C'est quand même c'est quelque chose de grandiose. Vous aviez quel âge? Parce que retourner, déjà, prendre des études après le bac pour faire médecine, c'était pas fait pour tout le monde. On s'entend bien. Et puis, vous, au cours de votre parcours, vous mettez pause sur tout le reste et vous dites, je reprends, en fait. C'est quand même impressionnant. Mais à quel âge? Vous aviez quel âge quand c'est arrivé? 33 ans. 33 ans. 33 ans et... Vous aviez mesuré l'impact de reprendre 7 ans, c'est ça? 7 ou 8 ans? Alors, non. Non. Non, je ne l'avais pas mesuré. Oui. J'avais juste compris que je voulais me rediriger finalement dans quelque chose où j'allais être aligné avec moi-même. Et je suis rentré en médecine en 3e année. Parce que comme j'avais déjà un bagage académique... Comme les équivalences, là, exactement. Les VAE. OK. J'avais pu obtenir une équivalence. Sauf que là où je ne m'attendais pas, c'est que la médecine, je voyais que ça allait me prendre 7 ans ou 10 ans. Ben oui, c'est courageux. Et oui, mais c'est là où je me suis dit, bon, le cerveau des jeunes qui sont à côté de moi sont beaucoup plus frais. Beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide. Bon, ça, c'est pas, je ne sais pas si c'est prouvé scientifiquement. Mais ouais, bon, mais j'ai vu une différence. Et là, je me suis dit, écoute, je veux aller faire dentaire. OK. Parce que pour moi, c'était 4 ans. OK, c'était moins long. C'était beaucoup moins long. Et il y avait aussi un autre truc, c'est qu'il y avait beaucoup de technologie. Et ça me permettait d'être autonome. OK. Là, je me suis dit, écoute, j'ai demandé pour pouvoir changer.
Et là, on m'a dit, mais non, tu as été accepté en médecine, Oui. tu peux pas changer. Et ça, c'est en France, hein? En France, ouais. Et là, j'ai fait ce que je savais le mieux faire, négocier. Et j'ai réussi à rentrer au Portugal, à l'université. D'accord. Je connaissais pas la langue. Et je suis rentré dans une... En plus? Ouais, je connaissais pas la langue. Tous les cours étaient en portugais. Et j'ai fait les plus belles années de ma vie parce que j'étais le seul étranger. Encore une fois, vous vous retrouvez étranger dans un autre pays de l'Union européenne. Mais sauf que là, j'étais canadien. Et à ce moment-là, les jeunes n'aimaient pas les Français. Mais ils adoraient les Canadiens. Donc, du coup, vous avez oublié la casquette française et puis là, vous avez mis celle de Canadien. Et puis en France, maintenant, je garde la casquette canadienne. C'est beaucoup plus trop facile. Drôle. J'imagine. Je comprends parfaitement. Et donc, du coup, vous passez 4 ans au Portugal pour passer en fait vos études en chirurgie dentaire. Exactement. Que vous réussissez. Que je réussis. Et là, vous revenez au Canada. Je reviens au Canada avec une compréhension. Le fait d'avoir eu des études qui sont à la fois très exigeantes, aussi bien en ingénierie qu'en médecine, m'ont permis finalement d'être dans l'innovation. Parce que mon cerveau est fait pour tester les limites. Et c'est là où je vous disais pourquoi. C'est parce que, enfant, j'ai eu un TDA. Et j'ai encore un TDA, un trouble de déficit d'attention. Et pour être stimulé, je dois perpétuellement chercher la nouveauté, chercher la création. La créativité, en fait. Et au regard aujourd'hui que j'ai, effectivement, tout ce que j'ai pu vivre, c'était peut-être aussi lié à mon déficit d'attention. D'accord. Et vous parliez tout à l'heure, excusez-moi, des limites. Ça. Tester les limites. Dans ce cas, quand on a cette aptitude d'aller tout le temps, de créer, c'est quelque chose qu'on ne fait même pas exprès, en fait, finalement. Est-ce que réellement, il y a des limites? Oui. Il y en a. Oui, comme le sujet de l'émission, quand on se brûle... Oui, mais bon, on se brûle, on peut mettre pause, mais on revient quand même. C'est pas, on brûle et puis on s'éteint. On s'entend bien. En tout cas, moi, je savais qu'il y avait quelque chose là. Je me disais, je sens les énergies. Je me disais, forcément, il y a quelque chose. Et le fait, c'est vraiment courageux de reprendre les études en cours comme ça, 33 ans, pour aller, parce que la médecine, c'est pas fait aussi pour tout le monde, quelle que soit la branche là. Et c'est quand même très impressionnant. Et vous avez multitude de casquettes là, c'est génial ça. Et j'aimerais qu'on revienne, ou en tout cas, cette innovation que vous mettez au service de on va dire de l'humanité, je vais l'appeler comme ça, à travers l'ONG là, Santé numérique sans frontières. Donc vous êtes cofondateur. Oui, avec Edmond Vallon. Ok, avec Monsieur Edmond, c'est génial. Et là, vous avez implémenté ça où exactement, on va dire, géographiquement parlant? On a fait ça à Montréal depuis maintenant 2 ans. D'accord. On a eu finalement une révélation ensemble, c'est de se dire qu'on voulait faire quelque chose qui avait de l'impact pour les gens, de l'impact pour nos communautés. Et que, quelque part, on voulait mettre notre temps et notre énergie et notre argent aussi à cette cause-là. Parce qu'on avait eu certainement nos souffrances, des choses qui auraient pu comme, nous dire non, on rentre dans le rang. Et au contraire, ça nous a comme renforcé de vouloir faire quelque chose qui nous sommes. Vous vous identifiez à ça, vous êtes là, il n'y a pas de dissonance. Oui, ça vous ressemble, là, c'est une énergie que vous souhaitez déployer. Donc, vous commencez à Montréal. Est-ce que vous avez été ailleurs dans le monde? Vous avez eu des missions? L'Afrique, et que pour nous, on a une envie quelque part profonde de pouvoir... on vibre avec le continent africain. Alors, on parlera un petit peu de l'Algérie. J'adore ça, vibrer. On vibre parce que oui.
La question que j'aurais aimé comme vous répondre, c'est comment ai-je pu faire des études à 33 ans? Je vous l'ai dit, j'étais devenu entrepreneur dans l'immobilier. Et c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir été dans un pays où, à l'époque, à la fois sécuritaire et aussi dont l'immobilier était abordable pour pouvoir trouver ma sécurité moi-même. Et je suis devenu propriétaire, donc j'ai pu louer des appartements. Et c'est comme ça que je suis devenu, au départ, indépendant financièrement. Donc vous aviez moins de... Oui. J'ai moins eu le stress et j'ai pu comme choisir de pouvoir reprendre mes études. Ok, donc... D'où l'importance, comme je vous disais, d'être autonome. Et vous avez parfaitement raison. Et c'est ça que j'aimerais apprendre finalement aux jeunes. Et là où je reviens avec l'Afrique, les jeunes sont allumés. Les jeunes doivent se débrouiller. Et avec le numérique, ils ont compris des choses. Ils sont capables d'être partout. Et performants. Et performants oui. Et partout. Oui. Ils ont une chance de pouvoir avoir des loyers qui sont raisonnables, mais leurs clients peuvent être au Canada, peuvent être en France, peuvent être partout. Et c'est là où j'ai comme... Avec Edmond, on dit souvent, on aime les gens qui ont les pieds sur terre, les mains dans le code et la tête dans les étoiles, qui ont le pouvoir de rêver. Alors je sais que peut-être à la fin de l'émission, il faudra que je le redise. Mais oui, mais moi je suis, c'est beau. Sur la mission essentielle de l'ONG, comment, je ne parle pas de la structure, mais aujourd'hui, c'est quel type de soins que vous prenez en charge dans l'accompagnement, que ce soit pour pas dire les personnes auxquelles c'est destiné, et ces jeunes que vous accompagnez? Alors, pour le moment, on est dans une... on regarde des tendances, qui est comment peut-on utiliser le smartphone, le téléphone portable, pour pouvoir soigner, le smartphone avec l'IA, pour pouvoir soigner gratuitement. Gratuitement? Gratuitement. L'idée, on a des choses extraordinaires qu'on peut faire. Mais plutôt que, et ça c'est ma créativité qui revient, plutôt que de se dire, bah voilà, comment doit-on essayer de soigner telle et telle maladie? Moi, je fais le processus inverse en me disant, bah, j'ai un dispositif qui est le téléphone. Et qu'est-ce qu'on pourrait soigner avec ce téléphone comme maladie? Parce que maintenant, à travers le monde, 80% de la planète dispose d'un téléphone, alors que ça, 70% de la planète a accès à l'eau. Donc, c'est comme l'outil le plus commun aux gens. Et on a compris qu'on avait quelque chose d'extraordinaire, nous tous, et qu'on pouvait exploiter et utiliser. Alors, il y a deux notions que j'aimerais expliquer. D'accord. La première notion, c'est la notion de placebo. C'est de croire en quelque chose. Et la notion de nocebo, celle finalement où on n'a pas la chance de pouvoir, on perd de chance, et donc du coup, on a l'impression quelque part voilà, que ça joue contre nous. Et l'effet placebo, c'est 40% du succès d'un traitement. D'accord. L'effet nocebo, c'est 20%. Donc, l'idée d'espoir que je voulais donner avec un smartphone et avec pour l'instant, c'est des prototypes. C'est des prototypes. Mais on va pouvoir, dans un monde assez rapproché, avoir une intelligence artificielle qui va pouvoir vous expliquer qu'est-ce que vous devez faire avec ce que vous avez dans votre environnement pour pouvoir réussir, donner des soins ou vous positionner de la meilleure sorte pour finalement, dans le temps que vous avez pour pouvoir être pris en charge. D'accord, assez rapidement, par exemple, avant d'aller dans les structures. Donc là, ce serait, Dr Antoine, dans toutes les... je ne sais pas comment dire. En fait, dans toutes les filières de la médecine? Oui, dans toutes les filières. Alors, on commence toujours par la sienne. Oui, j'allais en venir. On est plus crédible. Oui. Mais on fait en sorte que
dans un futur proche, on puisse avoir un accompagnement par l'IA, et puis même le moment où ça sera avec des études cliniques prouvées, l'IA pourra suggérer des thérapies numériques pour se soigner directement avec un téléphone. Okay. Je vous donne un exemple. Je lis au mois d'octobre dernier, donc c'est tout récent, une publication sur PubMed expliquant que le MIT est en train de faire des découvertes sur des ondes gamma qui permet de casser les plaques amyloïdes. Donc c'est une structure qui se met autour du neurone et en utilisant une fréquence qui est 40 Hz, avec de la lumière, on peut, comme on l'a vu chez les animaux, maintenant avec les humains, avoir des améliorations pour la maladie d'Alzheimer. Et là, je me dis, attends, on pourrait très bien faire une web app. Et puis, 40 Hz, c'est 40 images par seconde, 40 sons par seconde. Je vais demander à une application IA en vibe coding de pouvoir la coder. Et en quelques minutes, j'avais entre mes mains quelque chose qui pouvait être comme utilisable en quelques instants. D'accord. L'idée est de pouvoir finalement que l'IA soit capable de vous donner tout ce qui est dans votre environnement selon vos objectifs pour pouvoir vous accompagner, coordonner les actions et pourquoi pas personnaliser des thérapies numériques de telle sorte que vous soyez ici au Cameroun, dans des pays finalement du Sud ou du Nord, on ait des solutions dans notre main. Dans notre main, oui, ça c'est génial. Mais je pense que même avec la médecine, les opérations qui se font, par exemple, le chirurgien ou le professeur, n'importe quel domaine peut être de l'autre côté, je sais pas, c'est en Zoom là à l'époque. Je pense que ça se fait. Il y a un Algérien aussi qui récemment avait réussi, je me rappelle plus là, mais ça m'avait marqué. Je me rappelle pas du nom ni de la spécialité, mais en tout cas il avait réussi avec l'IA à solutionner comme ça une opération, je pense, et ça a été très très viral. Et donc quand vous me parlez moi d'IA, d'outils et puis de soins, je trouve que c'est l'humanité en a besoin. Donc, on n'a pas besoin forcément d'être physiquement ou, comme vous dites, le matériel. Mais juste avec la connaissance, on peut aller très loin. On peut aller très, très loin et très, très rapidement avec l'IA, surtout. Et là, je vais aller chercher la partie innovation. Vous êtes très, très animé par ça. Et ça vient d'où? Est-ce que c'est par rapport aux études dans l'ingénierie? Oui, tout à fait. J'aime résoudre des problèmes. Et ça fait partie finalement de notre éducation. Et c'est le médecin a un protocole. Il doit très vite comprendre qu'est-ce qu'il doit faire. Mais on ne lui demande pas de réinventer la roue. Moi, j'ai les deux. À la fois, je comprends, mais je suis capable, avec des outils qui sont autour de moi, de résoudre mes problèmes. Donc c'est comme ça que quelque part j'ai commencé aussi, après mes études donc de dentaire, à repenser la façon avec les outils que je disposais pour pouvoir aider les gens autour de moi dans ma profession. Et les limitations que moi j'ai, donc c'est des terrains où, quand on se disait, je teste les limites et j'essaye de les résoudre. Et c'est comme ça que ça a commencé, toute l'aventure. C'est un très, très beau projet. Est-ce que vous n'avez pas peur? Je ne sais pas le terme, je ne devrais pas commencer par la négative, mais je veux dire, quand on parle de santé, là, numérique, mondialisation, IA, les lobbying, les grosses industries, comme ce qui s'est passé avec la Covid, par rapport à votre projet, alors, comment vous voyez l'écosystème? Est-ce que vous êtes optimiste? Les premières innovations que j'ai faites ici au Québec m'ont un peu écœuré. J'ai fait développer des technologies, puis
entre les demandes d'homologation, entre toutes les difficultés, pour le gain que j'allais pouvoir obtenir, je me suis dit, écoute, regarde, je ne vais pas passer ma vie à attendre. Non. C'est long. C'est long comme procédure, coûteux. C'est long, c'est coûteux, et ça me ressemble pas. Et c'est là, quelque part, où l'Afrique, pour moi, on a des gens qui sont enthousiastes, qui te disent, écoute, regarde, on n'a pas. S'il te plaît, viens, parce que on a besoin de toi. Il faut être fou pour dire, écoute, ici, j'essaye, on me dit, on n'a pas besoin de toi. Et à côté, on me dit, s'il te plaît, je t'en prie, viens, parce que quelque part, ça va nous aider. Le choix a été tout de suite fait. J'ai de l'impact en Afrique. Plus qu'en Afrique, ici, j'ai pas d'impact. Alors, on va faire avec les gens avec qui je m'entends et que j'aime, et on va faire ça comme ça. Parfait. L'Algérie, on en parle? Retourner écoute, l'Algérie. Est-ce que, enfant, vous étiez déjà parti avec votre mère? Je suis allé en 1992. Ça remonte. Et j'avais 10 ans, et puis c'était pas non plus... ça m'a pas forcément comme... marqué. Je me souviens de Checkpoint avec des soldats qui te mettaient en joue parce qu'il y avait le terrorisme. Il y avait la guerre, là, en ce moment. Et au décès de ma mère est décédée en 2022. J'y suis retourné... Hein? Et en France? Non, au Québec. Au Québec. Ouais. Okay. Je la gardais auprès de moi. Et d'une maladie d'Alzheimer. Je suis retourné en Algérie, puis j'y ai vu un peuple résilient. Et par rapport à l'Occident, je suis toujours en quête d'identité et d'authenticité. Toujours? Oui, insatisfait. Vous êtes un éternel insatisfait? Oui, un éternel insatisfait, non, mais éternel... j'essaye de trouver les endroits dans le monde qui sont à la fois sécuritaires et qui sont comme abordables. Parce que je me retrouve ici où on devient comme des spectateurs de nos vies, où il faut comme courir après l'argent, essayer. On ne sait même plus pourquoi on fait ça, mais il faut le faire. Je comprends parfaitement. Oui. Et ça me saoule. On devient comme complètement inhumain. On se fait livrer par Amazon. Maintenant, tu sais... Mais c'est le développement technologique, docteur Antoine. Ça fait du gain de temps. Ça fait... Là, on peut s'éterniser. On perd l'humanité. Oui, ça c'est sûr. Et sur cette quête, pour moi, d'humanité, je trouve... J'ai beaucoup plus de plaisir à aller sur un marché en Algérie. D'être en contact avec la personne qui a été elle-même cueillir... ou faire l'agriculteur qui a fait d'être ici au Canada et de perdre toute finalement la connexion avec ce qui nous fait être humain. Et là, tu vois, avec le temps, je me dis, les jeunes que j'ai pu rencontrer ont beaucoup de sens et de sagesse. Et j'ai appris. Alors, je vais te donner une anecdote. Un jeune me dit un jour, Antoine, tu sais, est-ce que tu fais de l'Invisalign? Alors, je ne veux pas faire de pub, et surtout que je ne les aime pas. Et je lui dis, mais ouais. Et je lui fais, mais toi, tu connais ça? Il me fait... j'ai vu ça sur TikTok, les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Et pourquoi tu veux faire de l'Invisalign? Il me dit, écoute, moi je veux gagner 10 000 euros par mois parce que je veux devenir un influenceur. Alors... Un mot très utilisé. Ouais. Sauf que ma première réflexion, c'est comme, la jeunesse, elle est perdue même partout dans le monde. Sauf que je me suis dit, mais c'est moi qui
il a le monde à sa portée. Il a besoin d'avoir confiance en lui. Il a besoin d'avoir... Il a la technologie, il a son smartphone avec lui. Il a le monde qui peut l'écouter. Et qui suis-je pour lui dire qu'il ne peut pas faire? Et il n'a pas de barrière, il n'a pas de frontière. Pas de barrière. Et en plus, il vit dans un endroit qui est moins cher que les autres. Mais c'est un futur docteur Antoine Lemoine. C'est juste qu'au moment T, vous ne l'aviez pas vu. Voilà, c'est ça. Et après c'est là où je me suis dit, waouh! Il ne se crée pas de limite. C'est là où il faut aller avec ces jeunes qui ont cette volonté, cette motivation. Et je vais les aider. Alors, avec Santé numérique sans frontières, on crée des thérapies numériques sous forme de hackathon. Hackathon, c'est-à-dire? On met les gens qui sont intéressés, c'est gratuit, pour leur apprendre avec l'IA le vibe coding et de développer une thérapie qui pourrait être le premier qu'on a fait. C'était pour recycler des verres de lunettes. Oui. Et plutôt que d'envoyer la monture avec les 2 verres, a très peu de probabilité de pouvoir, dans un pays du Sud, trouver la monture idéale, et ben, on casse la monture, on prend les verres, et puis si tu as besoin, par exemple, d'un verre gauche, une prescription, et le verre droit d'une autre prescription, et qui sont différents. De différents médecins ou de prescriptions, oui. Et ben, la petite application permettait, on apprend ça aux jeunes, d'imprimer imprimés en 3 dimensions, avec des verres qui sont comme différents, pour que finalement, dans le pays où on veut aller, ça puisse être gratuit. D'accord. Et c'est la prescription qui serait la prescription, plus les lunettes. La prescription, elle est ce qu'elle est, mais les verres, on les recycle. C'est ce qui vaut le plus cher. Donc, on donne... on va chercher des verres d'ici, puis on les amène dans les pays du Sud, et puis après on imprime là-bas les montures. D'accord, ok. Et ça coûterait moins, en fait, on va dire. Beaucoup moins. C'est presque gratuit. Ok. Et est-ce que ça a été mis en place Alors, on est resté à apprendre aux jeunes comment utiliser l'IA, et en l'espace d'une journée, de partir d'une idée et d'en arriver à une solution. Pour qu'ils apprennent comme entrepreneurs, ou plutôt comme artisans du numérique, comment faire de A à Z un projet. Et c'est là où, quelque part, l'intelligence artificielle, on parle d'égalité, on parle d'équité. Nous parlons d'abolir ce qui rend le besoin d'être équitable. Et donc l'IA, quelque part, te permet très facilement de développer sans connaître le code. Et on veut apprendre ça aux jeunes pour que finalement, ils testent. Donc finalement, l'IA, c'est une excellente chose. Pour nous, oui. Pour nous, oui, parce qu'on le voit comme une possibilité d'émancipation. Donc pour moi, l'IA devrait être un bien commun. J'aime bien le terme, oui. Une possibilité d'émancipation. On revient toujours aux besoins d'autonomie. En tout cas, c'est un très beau projet. C'est bientôt la fin. Mais juste avant votre message aux jeunes, quelle est la vision, en tout cas la portée de ce projet? Est-ce que vous visez juste l'Afrique ou est-ce que vous pensez pouvoir l'étendre, comme vous dites, dans d'autres pays du Sud, comme, je ne sais pas, en Amérique latine ou peut-être une partie en Asie? On a commencé avec les pays francophones. Donc, pour le moment, on travaille beaucoup avec l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, avec l'Algérie, avec les hackathons, pour terminer sur ça, sont avec des gens à la fois du Nord et du Sud, pour pouvoir croiser leur sensibilité, croiser leur expérience, croiser leur richesse. Et Hakim, finalement, est stagiaire, et il est venu à travers le hackathon montrer que finalement il savait qu'il était engagé, qu'il avait envie de... Et voilà. Il est mis au point, en fait. Et il est du Sénégal. Ah, ok. Et il avait fait l'hackathon en visioconférence. Ok.
Donc voilà, les gens qui ont envie finalement tu vois, les gens me disent mais comment tu fais financièrement ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème financier. C'est parce que finalement les gens qui sont alignés avec nous se posent même pas la question. Ils veulent de l'impact. Et donc, il n'y a plus de contrainte, cette contrainte de monter des dossiers, de procédures. Donc là, vous cassez les barrières. On casse les barrières. Ouais. Et voilà, on veut comme on avance et puis on se pose après les questions. Et c'est pour ça que je vous définis comme un humaniste socialiste. Et je vous encourage en tout cas et j'espère que vous allez briller de mille feux et que Merci. vous aurez un impact sur tout le monde entier. Parce que c'est un projet qui est humanitaire. Donc, forcément, vous allez toucher des gens. Forcément, vous allez répondre à des besoins, en fait, que les gens le demandent, le sollicitent ou pas. Et avant de terminer, je vous demanderai d'adresser un message à tous ces jeunes qui vous regardent, qui ont espoir ou qui veulent devenir un futur Antoine Lemoine. Parce qu'il y en a, j'en suis sûre. Soyez vous-même, mais rêvez. N'arrêtez pas de rêver. Et je pense que la plus belle, je vais redire cette doctrine qui est en nous, d'avoir les pieds sur terre, d'être réaliste, de savoir d'où on vient, qui on est, de ne pas se faire vendre du rêve qui n'est pas le nôtre. Donc, revenez aux choses, à la simplicité, à l'amour, aux valeurs que finalement on oublie parce qu'on est comme dans une économie de l'attention et on ne vous fait pas prendre la vraie mesure des choses qui sont importantes. Retrouvez-les, la main dans le code, c'est-à-dire que pour nous, l'intelligence artificielle est un bien commun. On veut que vous soyez comme autonome, que vous puissiez être vos propres entrepreneurs pour pouvoir vivre, pour pouvoir aimer, pour pouvoir donner. Et vos rêves, vous devez vous y accrocher et puis ne laissez personne vous dire que si c'est bien ou pas bien. Ça, j'aime bien, quand vous le dites, surtout sur scène. Merci beaucoup pour ces mots. Vous. Merci d'avoir partagé votre parcours, vos émotions. Merci. J'en ai senti quelques-unes. Et pour le déplacement surtout, vous quittez Montréal là, pour venir à Québec. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Et ça me touche profondément. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir à des forums. Je vous verrai sur scène en tout cas. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'avoir autant donné écoutez, en tant qu'humaniste. C'était aussi important pour moi. L'émission Brûlure et Renaissance nous permet quelque part de donner cet espoir aux gens qu'on peut comme se relever. On a une résilience et je vous invite tous à l'explorer. Merci beaucoup, Dr Antoine. Merci beaucoup. Nous allons nous retrouver prochainement avec d'autres invités. Et merci de nous avoir suivis. Merci à vous.